Le jour du 5e anniversaire d'Isabella, ses parents biologiques prirent $500 d'un couple qui voulait l'adopter pour en faire leur 6e fils. Mais cette nuit-là, son oncle arriva juste à temps, la protégeant de leur plan. Il intervint fermement et déclara « Mes 2 enfants sont des garçons, alors cette 3e sœur sera ma fille. » À cette époque, Isabella n'avait même pas de nom complet. Contrairement aux autres filles de son village, on l'appelait simplement « 3e sœur ». Plus tard, sa tante lui rappelait souvent « Sans ton oncle, tu aurais fini avec le fils idiot de cette famille. Tu dois être reconnaissante envers ton oncle quand tu seras grande. Comprends-tu » Quand son oncle demanda aux anciens du village de lui donner un nom, ils choisirent Isabella. Il espérait qu'elle brillerait comme une perle, mais Isabella se sentait toujours comme un simple caillou. Son oncle était un homme bon, mais constamment occupé, conduisant un tracteur-batteur de riz d'un village à l'autre. Il partait tôt le matin, parfois dès 5 ou 6 heures, et rentrait souvent tard, vers 8 ou 9 heures du soir. Sa tante était stricte et arborait souvent une expression sévère. Le frère aîné d'Isabella, âgé de 13 ans à l'époque, traversait sa phase de rébellion et l'ignorait généralement. Son 2e frère, de seulement 2 ans son aîné, était plus turbulent. Il lui tirait les cheveux, agrippait ses vêtements et avait même mis une fois une souris morte dans son lit. Chaque jour, Isabella souhaitait qu'il pleuve pour que son oncle reste à la maison. Quand il était là, la maison ressemblait à un vrai foyer. Peu après qu'Isabella eut commencé la maternelle, sa tante sembla encore plus mécontente. « C'est bien si tu l'as ramenée ici pour la nourrir. » Se plaignit sa tante à son oncle, « Mais maintenant tu dépenses de l'argent pour l'envoyer à l'école? Tu crois qu'on est riche? » Son oncle se contenta de sourire. Le chef du village a dit que chaque enfant doit aller à l'école. C'est illégal autrement. Sa tante grommela et jura à voix basse pendant qu'Isabella restait silencieuse, se tordant nerveusement les mains, souhaitant ne rien entendre de tout cela. Son oncle la regarda et dit doucement. « Ne fais pas attention à elle, Isabella. » Sa tante lui lança un regard furieux et entra en trombe dans la cuisine, où Isabella l'entendit claquer des casseroles et des poêles. Son oncle la serra contre lui et parla doucement. « Ta tante a un tempérament vif, mais ce n'est pas une mauvaise personne. Isabella, essaie d'être serviable, et elle t'aimera davantage. » Après l'école, son 2e frère jouait aux billes et échangeait des cartons avec ses amis, tandis qu'Isabella rentrait en courant pour couper de l'herbe pour les cochons. À cette époque, le céleri d'eau, aujourd'hui cher dans les magasins, poussait partout le long des champs. C'était alors une nourriture bon marché et abondante pour les cochons. Après avoir nourri les cochons, Isabella aidait à la cuisine et à la préparation des légumes, attendant que sa tante revienne pour préparer le dîner. Le week-end, elle lavait les vêtements de toute la famille, luttant avec un grand seau qui faisait presque la moitié de sa taille. Le travail à la ferme était sans fin. Il y avait toujours quelque chose à planter, à cueillir ou à préparer. Elle aidait à planter et à récolter les patates douces, à retourner les vignes, à planter les cacahuètes, à les récolter, à repiquer le riz, à arracher les mauvaises herbes et à pulvériser les pesticides. Comme son oncle était absent la majeure partie de la journée pour travailler, sa tante gérait ses tâches, et c'était épuisant pour elle. Son frère aîné était rebelle, et son 2e frère causait souvent des problèmes à la maison, laissant sa tante constamment frustrée. Bien qu'Isabella fût souvent fatiguée elle-même, elle trouvait du réconfort dans les petits gestes de gentillesse de son oncle. Certaines nuits, elle s'endormait en l'attendant, et le matin, elle cherchait sous son oreiller pour trouver une surprise, une sucette, un bonbon ou de la poudre de prunègre. Ces petites friandises lui semblaient des trésors. Un matin, elle chercha sous son oreiller et ne trouva rien. Au moment où elle se sentit déçue, sa tante entra avec une mine renfrognée, brandissant une sucette. « Où as-tu trouvé l'argent pour acheter ça ?» demanda-t-elle, la voix sèche. « L'as-tu volé ?» Isabella resta silencieuse, les lèvres serrées, ne sachant que dire. La colère de sa tante éclata. Quand on est jeune, on vole des aiguilles. Quand on grandit, on vole de l'or. Elle attrapa un balai en bambou et frappa Isabella. Juste à ce moment-là, son frère aîné finit son petit déjeuner et se tint à la porte, l'air impatient. « Tu es bête ? » C'était de la part de papa. « Pourquoi tu ne l'as pas dit ?» Cette nuit-là, Isabella resta éveillée, entendant sa tante pleurer doucement. « Je suis avec toi depuis tant d'années, » dit sa tante en larmes, « et je ne reçois jamais de bonbons ou de fruits de ta part. Mais tu apportes ces friandises pour elle ?» Son oncle répondit doucement.
l'argent que je gagne n'est-il pas entièrement entre tes mains? Si tu voulais quelque chose, tu aurais pu l'acheter. Ça ne me dérangerait jamais. La voix de sa tante se fit plus basse. Comment cela pourrait-il être pareil? Les voix dans la pièce voisine se calmèrent progressivement, et l'oncle d'Isabella ouvrit doucement sa porte. Elle leva les yeux vers lui, la voix étranglée. Oncle, s'il te plaît, ne m'achète plus de friandises. Il s'agenouilla près de son lit, l'aidant à fermer sa moustiquaire. Les querelles d'adultes n'ont rien à voir avec toi, Isabella. Dors, tout simplement. Après cette nuit-là, les friandises que son oncle apportait furent doublées, une pour elle et une pour sa tante. Quand son deuxième frère vit les friandises, il gémit, j'en veux une aussi. Son oncle le gronda. Comment peux-tu, un garçon, manger des friandises? Sa tante fit un commentaire sarcastique. J'ai de la chance d'avoir ma nièce. Sinon, je n'aurais jamais un tel traitement. Mais avec les autres femmes, elle changea de ton, une sucette à la bouche, souriant et disant, ma petite étoile brillante me traite bien, m'apportant des bonbons tous les jours. Pensez-vous qu'il gaspille de l'argent? Plus d'un an plus tard, la mère biologique d'Isabella obtint enfin ce qu'elle voulait et donna naissance à un garçon. Son oncle et sa tante l'emmenèrent au banquet du premier mois du bébé. Le bureau du planning familial avait presque vidé la maison de sa mère de ses objets de valeur, et même les chaises étaient empruntées aux voisins. Mais sa mère rayonnait de joie. Un fils enfin, dit fièrement sa mère. Maintenant, voyons qui osera médire de moi. Ils nommèrent son cousin Gênes. Il était petit et ridé, avec beaucoup de cheveux foncés qui le faisaient ressembler à un petit singe. Malgré cela, tout le monde continuait à louer sa beauté. Instinctivement, Isabella faillit crier « Maman ». Mais dès que le mot lui échappa, le sourire de sa mère biologique se figea. « Ne m'appelle pas comme ça », dit-elle sèchement. « Ton oncle et ta tante sont tes parents maintenant. Tu ne comprends pas. » La tante d'Isabella sourit. « Elle n'est pas sortie de mon ventre, alors ne m'appelle pas maman non plus. » Isabella les regarda tour à tour, confuse. « Alors, qui sont mes parents ?» Son oncle lui tapota doucement le dos. « Va jouer avec tes cousins, Isabella. » Les invités au banquet eurent droit à du vin doux et des œufs, avec 2 œufs dans chaque bol. Mais quand Isabella baissa les yeux sur son bol, elle ne trouva que de l'eau sucrée claire. Sa mère dit, comme elle l'avait fait maintes fois auparavant, il n'y a pas assez d'œufs. De plus, ce n'est pas bon pour les enfants d'en manger trop. Isabella, le feu sur le fourneau de la cuisine s'éteint. Va aider à l'allumer. Bien qu'elle sentît que quelque chose était injuste, Isabella obéit sans poser de questions. Elle était encore jeune, et l'autorité de ses parents biologiques pesait sur elle. Pendant qu'Isabella s'occupait du feu, sa tante entra en trompe dans la cuisine et l'attrapa par l'oreille, la grondant, je t'ai acheté de nouveaux vêtements, et te voilà en train de jouer avec le feu. Tu ne te conduis pas bien pendant cette visite. Sa voix était si forte que sa mère s'approcha rapidement, l'air embarrassé. J'ai demandé à Isabella d'aider avec le feu. Sa tante la lâcha, disant nonchalamment, oh eh bien, c'est ta fille. Elle pourra rester et s'occuper du bois de chauffage à l'avenir. Le visage de sa mère changea légèrement. Je lui ai juste demandé d'aider. Je te l'ai déjà donné, alors pourquoi la reprendrais-je? Les 2 femmes se renvoyèrent la balle, chacune repoussant Isabella comme si elle n'était qu'un simple objet. Finalement, le père biologique d'Isabella intervint, le visage sombre. Si ma belle-sœur n'en veut pas, je l'enverrai quand même chez Denimark. Je peux encore obtenir $500, assez pour acheter du lait en poudre pour Jean. Sur le chemin du retour, sa tante grommela. Après tout, c'est leur fille biologique. Elle travaillera pour eux-mêmes sans recevoir d'eux. À quoi bon être gentil avec eux? Ils te jetteront quand même comme un déchet, 3 filles, et ils ne veulent pas de toi. Isabella était assise sur la barre avant du vélo de son oncle, le vent chaud de l'été lui soufflant dans les yeux, les faisant piquer de larmes. À partir de ce jour, elle comprit qu'elle avait un oncle et une tante qui prenaient soin d'elle, mais elle avait perdu l'idée d'avoir de vrais parents. La scolarité rendait toujours sa tante plus irritable. Bien que l'éducation fût obligatoire, il devait encore payer, et envoyer 3 enfants à l'école était un fardeau financier. Chaque trimestre, son oncle passait du temps à convaincre sa tante de permettre à Isabella de poursuivre ses études. Chaque été, ses parents biologiques l'invitaient à rester un moment. Elle voulait refuser, mais son oncle disait toujours, ce sont toujours tes parents,
Isabella. Ils te veulent parce que tu leur manques. La maison de ses parents n'avait qu'un vieux ventilateur de plafond à 3 pales, et la chaleur de l'été était insupportable. Toute la famille étendait des nattes sur le sol en ciment pour dormir. Isabella dormait dans le coin le plus éloigné, sentant à peine la moindre brise, seulement l'odeur rance de sueur qui emplissait la pièce. Il était clair pour Isabella qu'elle ne leur manquait pas. C'était la récolte d'été, et ils avaient besoin de bras supplémentaires. Elle était là pour travailler, bien qu'ils ne l'admettraient pas, troisième sœur est une invitée. Vous ne pouvez pas la laisser travailler au champ, disaient les adultes, protégeant Isabella du travail des champs. Bien qu'elle n'eût pas à récolter le riz, on attendait toujours d'elle qu'elle lave les vêtements, cuisine, nourrisse les cochons et sèche le millet à la maison. Après chaque récolte, sa famille biologique la renvoyait précipitamment, disant « Tu ne peux pas rester trop longtemps ou tes parents seront déçus. » Chaque fois qu'Isabella revenait, sa tante s'occupait d'elle pendant au moins un demi-mois. Les jours passaient vite. Durant l'été après sa 4e année, le frère aîné d'Isabella obtint son diplôme d'études secondaires et alla travailler dans une usine. Les rizières devinrent dorées, les lourds épis de grains ploquant sous le poids de la récolte de la saison. Un matin, sa mère biologique arriva à vélo, disant « Isabella est en vacances d'été. Je vais l'emmener chez moi pour jouer quelques jours. » Sa tante garda un visage impassible sans rien dire, mais son oncle sourit et dit « Alors Isabella, va faire tes valises. » Sa mère écarta le geste en disant « Pas besoin de faire de valises. Ses sœurs ont des vêtements qu'elle peut porter. » Son oncle et Alex étant absents, la mère d'Isabella lui prit la main en chuchotant « Si tu restes avec ton oncle, tu n'auras pas à aller au champ. Reviens avec moi. Tu n'auras pas à travailler sous le soleil. » Juste à ce moment-là, la tante d'Isabella sortit avec une tisane et remarqua la scène. Isabella retira rapidement sa main, disant à voix haute « Je ne veux pas y aller. Mon frère aîné travaille maintenant, et il n'y a pas assez de monde à la maison. Je veux rester et aider. » Sa mère la regarda avec frustration, disant « Toi, mon enfant, comment peux-tu ne pas savoir ce qui est bon pour toi ?» Elle tendit la main, l'agrippant fermement. « Comment pourrais-je te faire du mal ?» La tante d'Isabella s'avança, la tirant en arrière. « Si Isabella ne veut pas y aller, ne la force pas. Elle viendra en visite pendant les vacances d'hiver. » Cet été-là, Isabella resta pour aider sa tante à récolter le riz. Les villageois plaisantaient « Oh, c'est la première fois que je vois Isabella travailler au champ. » Sa tante répondit « Je l'ai élevée pendant quelques années. Elle devrait m'aider un peu. » À partir de cet été-là, Isabella ne retourna plus chez ses parents biologiques pour les vacances d'été. Sa tante, bien que n'étant pas ouvertement affectueuse, lui achetait un nouvel ensemble de vêtements chaque nouvel an chinois. Contrairement à ses parents biologiques, qui lui donnaient toujours les vêtements usagés de ses 2 sœurs, sa tante prenait soin d'elle. Pendant des années, ses vieux vêtements avaient été portés et rapiécés, avec des trous dans ses sous-vêtements, mais il n'avait jamais pensé à lui en acheter de nouveaux. À présent, elle pouvait dire qu'il se souciait vraiment d'elle. Quand elle termina l'école primaire, son 2e frère fut accepté au collège numéro 1. Son frère aîné envoya $2000 à la maison pour les frais de scolarité de son frère, une somme importante provenant de son travail en usine, où il gagnait un modeste salaire. Âgé maintenant de 20 ans, son frère aîné était au centre des préoccupations de sa tante pour lui trouver une épouse. Dans le silence de la nuit, Isabella entendit sa tante se confier à son oncle. « Nous n'avons rien, et nous soutenons 2 étudiants. Qui voudrait l'épouser? Il finira seul. » Son oncle la rassura. « Il est encore jeune. Ne t'ai-je pas épousé à 23 ans? Tu appelles ça jeune? Ses amis ont déjà 2 enfants, rétorqua-t-elle. Son 2e frère, maintenant au lycée, était devenu interne. Il devint plus responsable et posé. À cette époque, le style non conventionnel était populaire, avec des étudiants traînant aux portes de l'école, arborant des cheveux jaunes, des boucles d'oreilles et des cernes sous les yeux. Isabella les évitait généralement, mais un jour, elle était en retard pour nettoyer et eut des ennuis. Une fille aux cheveux teints l'arrêta, mâchant du chewing-gum, et lui attrapa les cheveux, demandant « T'as de l'argent ?» Isabella secoua rapidement la tête. « Alors coupe tes tresses. Peut-être que tu en auras comme ça, » ricana la fille en la traînant vers un salon de coiffure voisin. Juste à ce moment-là, une voix forte interrompit. « Qu'est-ce que tu fais ?» Son 2e frère dérapa jusqu'à s'arrêter sur son vélo, freinant brusquement et donnant un coup de pied.
Il se plaça entre Isabella et la fille, la voix féroce. Lâche ma sœur. Sur le chemin du retour, il la gronda. Tu dois te défendre. Crie, donne des coups de pied, fais quelque chose. Ne les laisse pas t'intimider. À mi-chemin, il soupira, ajoutant, mais souviens-toi, les gens sont plus importants. Les tresses peuvent repousser. Le lendemain, il emmena Isabella chez un de ses camarades de collège, un grand gaillard avec des tatouages et des cheveux jaunes, qui traînait souvent près de son école. À partir de ce jour, personne ne la dérangea plus, même si elle passait devant tout le groupe. Quand Isabella était en 3e année de collège, les femmes du village commencèrent à parler d'elle. Isabella va bientôt obtenir son diplôme, disait-elle. Ça n'a pas été facile pour son oncle et sa tante de l'élever toutes ces années. Elle devrait leur être reconnaissante le moment venu, vous ne pensez pas? Elle disait aussi à sa tante, Isabella est belle et bien élevée. L'année prochaine, elle pourra gagner de l'argent, et alors vous aurez assez pour le prix de la fiancée de votre fils aîné, n'est-ce pas? Sa tante répondait à voix haute, je ne l'ai jamais maltraitée toutes ces années. Il est normal qu'elle soit filiale envers nous. À l'époque où Isabella était à l'école primaire, l'entreprise de mouture de riz de son oncle avait été prospère, mais maintenant, avec des moulins à riz électriques disponibles dans les villages voisins, les gens utilisaient des tricycles pour transporter le riz à moudre. C'était bon marché, pratique, et les gens pouvaient moudre leur riz quand ils le voulaient. Le vieux moulin de son oncle, qui tombait fréquemment en panne, perdait des clients d'année en année. Le deuxième frère d'Isabella, Peter, était en 3e année de lycée. Il avait de bonnes notes et on s'attendait à ce qu'il entre dans une université réputée. Son oncle était fier, mais aussi inquiet pour les frais de scolarité et de subsistance de Peter. Isabella pensait qu'elle suivrait le chemin de ses deux sœurs de la famille de sa mère biologique. Trouver un travail en usine après le collège, travailler quelques années, puis épouser un homme qui pourrait payer un prix de la fiancée élevé. À cause de cela, ses notes chutèrent lors des examens de mi-trimestre. Quand son oncle vit son bulletin, il frappa du poing sur la table. C'est comme ça que tu étudies? Tu as perdu plus de 20 places. Tu ne seras même pas qualifié pour entrer au lycée numéro 1. Dans leur région, entrer au lycée numéro 1 était compétitif. Les places étaient limitées et attribuées en fonction du nombre d'admissions passées. Leur école avait généralement environ 30 places. Eh bien, pensa-t-elle, si je dois travailler après le collège, à quoi bon? Mais le regard sévère de son oncle interrompit ses pensées. N'écoute pas ces femmes, dit-il fermement. Si tu peux entrer au lycée numéro 1, je vendrai tout ce que j'ai pour t'y envoyer. Isabella jeta un coup d'œil à sa tante, qui dit sarcastiquement. Regarde-moi si tu veux. Ton oncle est le chef de cette famille. C'était son approbation silencieuse. Les larmes aux yeux, Isabella articula difficilement. Je vais étudier dur. À partir de ce jour, elle se plongea dans ses études, améliorant rapidement ses notes. Sa tante la laissa faire moins de tâches ménagères, bien qu'elle se plaignît. Si ton oncle savait que je te faisais travailler, il me gronderait encore. Je n'élève pas une nièce. J'élève une princesse. Cet été-là, Peter termina ses examens d'entrée à l'université et obtint des résultats suffisamment élevés pour entrer dans une université prestigieuse. Sa tante était folle de joie, son visage rayonnant de fierté. Isabella se qualifia également pour passer l'examen d'entrée au lycée numéro 1. L'examen avait lieu dans le chef-lieu, alors son professeur conduisit un groupe d'élèves pour séjourner dans un hôtel. La nourriture et le logement étaient chers, et l'hôtel était vieux et délabré. La couette sentait le moisi, et des souris couraient sur le plafond la nuit, l'empêchant de dormir. Après l'examen, Isabella retourna au village, pâle et épuisée. Sa tante soupira, on dirait qu'il n'y a plus d'espoir. Des camarades de classe l'invitèrent à travailler avec eux en Californie, et une tante bien intentionnée lui présenta un parti potentiel. Mais son oncle suggéra d'attendre ses résultats d'examen. Alors que son 16e anniversaire approche. Saint sera. Arrête. Laurence se pinça l'arête du nez. C'est ridicule. Tu ne peux pas juste. Ne peux pas quoi? Intervint elle. Réussir? Faire quelque chose de moi-même? Ou est-ce que tu ne supportes pas l'idée que je transforme ton précieux domaine familial en quelque chose qui compte vraiment? Mère ne permettra jamais ça. Mère n'a pas le choix, dit Madison en se levant. Et toi non plus. Il lui attrapa le poignet.
Attends, s'il te plaît. Il y a autre chose. La curiosité la cloua sur place. Nina est enceinte, dit-il doucement. Elle et son mari devaient emménager dans le domaine le mois prochain. C'est la tradition. La génération suivante élève toujours ses enfants là-bas. La nouvelle la frappa comme un coup physique. Nina, qui avait rendu la vie de Madison misérable pendant des années, était sur le point d'avoir tout ce qu'elle avait toujours voulu. Ce n'est pas mon problème. Madison, s'il te plaît. Si ce n'est pas pour moi, alors pour... Pour qui? La famille qui ne m'a jamais accepté? La belle-sœur qui s'est moquée de chaque œuvre d'art que j'ai jamais créée? Elle se dégagea le poignet. Tu sais quelle tradition je suis en train de commencer? Être la première personne dans cette maison qui crée réellement quelque chose au lieu de simplement en hériter. Son visage se durcit. Tu fais une erreur. Non, Laurence. J'ai fait une erreur il y a 5 ans en t'épousant. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Félicite Nina. Je suis sûr qu'elle élèvera son enfant pour qu'il soit aussi gentil et tolérant que le reste d'entre vous. Ce n'est pas fini, cria-t-il après elle. En fait, si. Dit Madison en se retournant une dernière fois. Oh, et tu ferais mieux de prévenir ta mère. Les entrepreneurs commencent la semaine prochaine. Je détesterais que tout ce bruit de construction perturbe son thé de l'après-midi. Dehors, Madison appela Frida. Comment ça s'est passé? Demanda Frida. À peu près comme prévu. Madison se mit à marcher, ayant besoin de bouger. Savais-tu que Nina est enceinte? Quoi? Pas possible. Ouais. Apparemment, je détruis une grande tradition familiale en ne les laissant pas élever la prochaine génération de Blake privilégiés dans cette maison. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Frida. Madison s'arrêta à un feu rouge, regardant les gens se précipiter. Je vais créer quelque chose de beau dans cette maison, quelque chose qui dure. Et peut-être que dans des années, l'enfant de Nina entrera dans ma galerie et verra qu'il y a plus dans la vie que la tradition et les apparences. Ils ne vont pas te faciliter la tâche, prévint Frida. Bien. Madison toucha sa main en voie de guérison, sa détermination se durcissant. Le meilleur art n'est jamais facile. Le téléphone de Madison vibra avec un SMS de Francisco. J'ai commencé à travailler sur la pièce de la couronne. Viens voir. Elle regarda le message, sa décision déjà prise. Je dois y aller, dit-elle à Frida en glissant son téléphone dans son sac. Il est temps de faire de l'art, répondit Frida avec un sourire. Fais-leur voir de toutes les couleurs. Madison sourit en se levant. Non, je vais leur donner de la beauté. Ça leur fera plus mal. Le feu passa au vert, et elle traversa la rue, laissant derrière elle le café et les supplications désespérées de Laurence. Devant elle se trouvait l'atelier de Francisco, et au-delà, un avenir qu'elle était enfin prête à se créer. Le son des outils électriques résonnait à travers le domaine Blake tandis que les ouvriers transformaient l'espace. Madison se tenait dans ce qui était autrefois la précieuse salle à manger formelle de Victoria, maintenant dépouillée à l'exception de son chevalet et de ses toiles. L'entrepreneur s'approcha, tablette à la main. Le système d'éclairage sera installé d'ici vendredi, dit-il en faisant défiler ses notes. Et les cimaises de la galerie sont prêtes à être posées dès que nous aurons fini de préparer les murs. Parfait. Répondit Madison, enjambant des câbles et des bâches pour examiner le mur nord. Et le système de sécurité, demanda-t-elle. À la pointe de la technologie, l'assura-t-il. Personne n'entrera ici sans votre permission. Une agitation à l'extérieur attira leur attention. Par la fenêtre, Madison aperçut Victoria à la grille d'entrée, gesticulant sauvagement en direction du gardien de sécurité. En parlant de ça, murmura-t-elle, excusez-moi un instant. Elle sortit pour trouver Victoria en mode combat total, son sac à main de créateur agrippé comme une arme. C'est scandaleux, hurla Victoria. Cet homme ne veut pas me laisser entrer dans ma propre maison. Ce n'est plus votre maison, dit calmement Madison, et il s'appelle Marcus. C'est un ancien militaire et il mérite le respect. Le visage de Victoria devint rouge de fureur. Tu détruis tout. As-tu la moindre idée de ce que tu fais à cette famille? En fait, si. Madison désigna la benne à ordures, où des rouleaux du précieux papier peint victorien de Victoria gisaient en tas.
Je donne à cette maison un but au-delà de l'organisation de vos dîners toxiques. Comment oses-tu? Non, Victoria, comment osez-vous? Madison s'approcha, la voix assurée. Pendant 5 ans, j'ai essayé d'être assez bien pour votre famille. J'ai souri à vos insultes, enduré vos critiques, et je vous ai regardé monter mon mari contre moi, petit à petit. Laurence a fait ses propres choix, rétorqua Victoria. Oui, il l'a fait, et moi aussi. Madison sortit son téléphone et lui montra le dernier message Instagram de Francisco. Il présentait sa restauration d'une Madone Renaissance endommagée, brillant maintenant d'une nouvelle vie. Le message avait plus de 50 000 j'aime. Qu'est-ce que c'est? Demanda Victoria, la voix tremblante. Ceci. Répondit Madison, c'est ce que j'ai fait pendant que vous riez tous de mon petit passe-temps. Construire une réputation, créer des liens, prouver que les choses brisées peuvent devenir des chefs-d'œuvre. Un camion s'arrêta, transportant un éclairage de galerie sur mesure. Victoria regarda, ses mains parfaitement manucurées tremblant. L'ouverture est dans 3 semaines, continua Madison. Des critiques de toutes les grandes publications d'art seront là. Ils sont particulièrement intéressés par ma pièce sur la trahison familiale. Vous savez, celle inspirée par Thanksgiving. Tu n'oserais pas. Regardez-moi faire. Madison fit un signe de tête à Marcus, qui s'avança. Maintenant, à moins que vous ne souhaitiez être escorté hors de la propriété, je vous suggère de partir. J'ai du travail à faire. Tandis que Victoria partait en trombe, Francisco apparut à côté de Madison, portant une toile fraîche. Bien géré, dit-il. Prête à retourner au travail? À l'intérieur, Madison se tenait devant sa pièce maîtresse, un triptyque massif qui dominait le mur principal. Le panneau de gauche montrait un verre à vin brisé, des gouttes de vin rouge sans figer en madère. Le panneau central était encore en cours, un chaos de couleurs sombres et d'arêtes vives. Le panneau de droite restait vierge. Je n'arrive pas à trouver comment le terminer, admit Madison en prenant son pinceau. Parce que tu n'es pas encore à la fin, dit Francisco en ajustant ses lunettes. L'histoire est toujours en train de se dérouler. Le téléphone de Madison vibra de nouveau. C'était un SMS de Frida. OMG, il faut que tu vois ça. En pièce jointe, un lien vers le dernier message de Nina sur les réseaux sociaux, une longue diatribe sur la loyauté familiale et le sacrilège artistique, accompagnée de photos de la transformation du domaine. La section des commentaires, cependant, était étonnamment divisée. Plusieurs personnalités artistiques de premier plan défendaient la rénovation. Regarde celui-ci, souligna Francisco. C'était un commentaire d'un célèbre galeriste. Vision audacieuse. Hâte de voir l'espace. Madison sourit, ajoutant une strie d'or au panneau central. Penses-tu qu'ils viendront à l'ouverture? Ils ont déjà confirmé leur présence. Dit Francisco avec un sourire, ainsi que la moitié de la scène artistique de la ville. Ta vengeance devient virale, ma chère. Madison recula, étudiant son œuvre. La peinture luisait, humide et vivante, comme une plaie ouverte cicatrisant en quelque chose de beau. Ce n'est plus seulement de la vengeance, réalisa-t-elle. C'est une résurrection. Un fracas provenant du hall d'entrée les interrompit. Ils se précipitèrent pour découvrir qu'un des vieux portraits de Victoria était tombé, son cadre fissuré. Devrions-nous le restaurer? Demanda Francisco. Madison ramassa le tableau, passant ses doigts sur son cadre doré. Non, celui-ci reste brisé. Parfois, nous avons besoin de rappels de ce que nous laissons derrière nous. Elle appuya le portrait endommagé contre le mur, un contraste visuel entre l'ancien monde et le nouveau qu'elle était en train de créer. 3 semaines. Songea Francisco. Penses-tu que tu seras prête? Madison trempa son pinceau dans une couleur qui lui rappelait l'aube. Je le suis déjà. Ils ne le savent juste pas encore. Retournant à son triptyque, elle commença à travailler sur le panneau final, voyant enfin comment il devait se terminer. Non pas par la destruction ou le triomphe, mais par la transformation. Le moment où le verre brisé devient un prisme, diffusant la lumière dans toutes les directions. Derrière elle, les ouvriers continuaient leur symphonie de renouveau. Quelque part dans la ville, les Blake complotaient leur prochain coup. Mais ici, dans cette pièce remplie de possibilités, Madison était déjà libre. Le soir de l'inauguration du domaine Blake transformé vibrait d'énergie alors que des centaines d'invités déambulaient dans ces espaces rénovés.
Des lustres en cristal diffusaient une lumière chaude sur les murs en briques apparentes, et l'odeur de peinture fraîche se mêlait au parfum coûteux. « Est-ce le directeur du Moderne ?» murmura Frida en donnant un coup de coude à Madison. « Et oh mon Dieu, voilà ce célèbre critique d'art du Times. » Madison lissa sa robe noire, une pièce de créateur qu'elle avait achetée avec ses revenus de restauration. « Concentre-toi, Frida. »« Des signes des Blake ?»« Pas encore, mais... » Frida s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Oublie ça. Victoria vient d'entrer, et elle a amené des renforts. » Victoria traversa la porte d'entrée tel un ange vengeur, flanquée de Nina et Laurence. Elle portait du noir de deuil, comme si elle pleurait son ancienne demeure, tandis que le ventre arrondi de Nina était visible sous sa robe rouge moulante. « Respire profondément, » dit Francisco, apparaissant au coude de Madison avec une coupe de champagne à la main. « N'oublie pas, c'est ta soirée. » Madison observa le visage de Victoria tandis qu'elle découvrait les changements. Fini ces précieux papiers peints anciens et ces portraits étouffants. À leur place, des murs de galeries épurées exposaient le travail de Madison, un voyage de destruction et de renaissance raconté à travers l'art. « Mesdames et messieurs, la voix de Francisco porta à travers la foule, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. Il est temps pour notre artiste de dire quelques mots. » La salle se tut. Madison monta sur la petite estrade qu'ils avaient installée, sentant des centaines d'yeux sur elle. Le regard de Victoria aurait pu geler l'enfer. « Merci à tous d'être venus ce soir, » commença Madison. Cette maison a une longue histoire de tradition. Pendant des générations, elle a été un symbole d'héritage et de succession. Aujourd'hui, elle entame un nouveau chapitre. Elle désigna les murs autour d'eux. Chaque pièce que vous voyez raconte une histoire de transformation, celle de prendre quelque chose de brisé et de le rendre non seulement entier à nouveau, mais meilleur, différent, vrai. La foule murmura avec appréciation, et plusieurs critiques commencèrent à prendre des notes. Et maintenant, continua Madison, j'aimerais dévoiler la pièce maîtresse de l'exposition de ce soir. Deux assistants retirèrent le drap noir du triptyque. Des exclamations d'étonnement parcoururent la salle. Le panneau final représentait des milliers d'éclats de verre brisés, chacun captant et reflétant la lumière différemment, créant un kaléidoscope de couleurs et de possibilités. « Je l'appelle grâce de Thanksgiving », dit Madison, son regard croisant celui de Victoria. Le critique d'art du Times s'avança. La profondeur émotionnelle est stupéfiante. La progression de la destruction à la transcendance. Dites-nous ce qui a inspiré cette pièce. Avant que Madison ne puisse répondre, la voix de Victoria trancha la foule. Je vais vous dire ce qui l'a inspiré, la rancune, la vengeance. Tout ce spectacle n'est rien d'autre qu'un caprice d'une femme qui n'a pas pu accepter sa place dans notre famille. La salle tomba dans le silence, et les caméras se tournèrent vers le drame qui se déroulait. Vous avez raison, Victoria, dit calmement Madison. Il s'agit de ne pas accepter ma place, parce que la place que vous avez essayé de m'imposer était trop petite, trop sombre, trop fausse. Comment osez-vous? Non, interrompit Madison, la voix assurée et ferme. Comment osez-vous venir ici et essayer de diminuer cela? Regardez autour de vous. Chaque personne dans cette pièce voit la beauté que j'ai créée. Chaque critique, chaque collectionneur, chaque artiste, tous comprennent ce que vous n'avez jamais pu comprendre. Et qu'est-ce que c'est, ricana Nina? Que le véritable héritage ne consiste pas à préserver le passé. Il consiste à le transformer en quelque chose de significatif. Madison désigna le triptyque. Chaque morceau brisé dans ces peintures vient de quelque chose de réel. Ce verre à vin de Thanksgiving. Ces cadres fracassés que vous avez jetés. Même les larmes que j'ai versées. Elles sont toutes là, embellies. Le critique du Times griffonnait furieusement. Le visage de Victoria avait pâli. Tu crois que tu as gagné quelque chose ici, siffla-t-elle. Tu as détruit notre maison. Non, Victoria, je lui ai donné un but. Madison prit une coupe de champagne. À de nouveaux commencements. La foule leva ses verres, ignorant de fait l'explosion de Victoria. Alors que les conversations reprenaient, Madison regarda Laurence emmener sa mère et sa sœur loin de la galerie principale. Mince, souffla Frida. C'était incroyable. Francisco serra l'épaule de Madison. Regarde, un riche collectionneur plaçait un point rouge à côté du triptyque.
Il fut vendu pour plus d'argent que Madison n'en avait jamais imaginé. Dans la pièce, d'autres points rouges commencèrent à apparaître à côté de ses œuvres. Madison, dit une voix douce derrière elle. Elle se retourna pour trouver Laurence debout là. Les papiers du divorce sont sur le bureau de votre avocat, dit-elle avant qu'il ne puisse parler. Signé. Je sais, je voulais juste. Il regarda l'espace transformé. Je n'ai jamais su que tu pouvais faire tout ça. Tu n'as jamais regardé. Madison se détourna de lui, se dirigeant vers un groupe d'admirateurs qui attendaient de lui parler. Au revoir, Laurence. Alors que Madison se déplaçait dans sa galerie, son espace, sa création, elle se sentait plus légère à chaque pas. Les Blake avaient essayé de la briser, mais ils n'avaient réussi qu'à l'aider à créer quelque chose d'extraordinaire. Le critique du Times croisa son regard et leva son verre. Derrière lui, à travers la fenêtre, Madison vit la voiture de Victoria s'éloigner dans la nuit. Laisse-la partir, pensa Madison. La maison avait une nouvelle histoire maintenant, et celle-ci, enfin, était la sienne. Tu as vu ça? Frida fit irruption dans l'atelier de Madison, agitant sa tablette. La critique du Times vient de tomber. Madison posa ses outils de restauration, s'éloignant du paysage du XVIIIe siècle sur lequel elle travaillait. Une semaine après l'ouverture, le buzz n'était toujours pas retombé. Lis-la moi, dit Madison en s'essuyant les mains sur son tablier. Dans un premier coup d'éclat, l'artiste et experte en restauration Madison transforme un drame familial en art transcendant. Le domaine Blake reconverti se dresse désormais comme un témoignage de renaissance, à la fois architectural et personnel. Frida sourit. Ça continue comme ça pendant 3 paragraphes. Le téléphone de Madison vibra. C'était Riley. Attends une seconde, dit Madison en répondant à l'appel. Allume les infos, dit Riley sans préambule. Chaîne 7. Madison attrapa la télécommande de la petite télévision qu'elle gardait dans l'atelier pour le bruit de fond. Le titre lui fit un nœud à l'estomac. Une famille éminente confrontée à un scandale financier. La voix du journaliste traversa l'écran. Des sources révèlent que le Blake Investment Group fait l'objet d'une enquête fédérale depuis des mois. Victoria Blake et son fils Lawrence sont accusés de mauvaise gestion des fonds des clients. Le cœur de Madison se serra. Oh mon Dieu! La main de Frida vola à sa bouche sous le choc. Ce n'est pas tout, dit Riley au téléphone. Ils utilisaient le domaine comme garantie pour des prêts. Si tu n'avais pas obtenu cet acte de propriété quand tu l'as fait. Les implications frappèrent Madison comme un coup physique. Ils auraient perdu la maison de toute façon, murmura-t-elle. Exactement. Et toute œuvre d'art ou artefact à l'intérieur aurait été saisie comme actif, confirma Riley. À l'écran, des images montraient Victoria escortée hors de son immeuble de bureau, la tête basse, ignorant les questions des journalistes. Lawrence était introuvable. Où est Lawrence? Demanda Madison. On dit qu'il coopère avec les enquêteurs, répondit Riley. Il a dénoncé sa mère pour se sauver. Bien sûr qu'il l'avait fait. Lawrence avait toujours été doué pour se sauver lui-même. Le téléphone de Madison émit un bip, signalant un autre appel. C'était le numéro de Nina. Après un instant d'hésitation, elle bascula. Que veux-tu, Nina? Demanda Madison, la voix sèche. S'il te plaît. La voix de Nina était étranglée par les larmes. J'ai besoin de ton aide. Les yeux de Madison se plissèrent. Pourquoi t'aiderais-je? Parce que je suis sur le point de tout perdre, sanglota Nina. Le bébé? Je ne peux pas. Je n'ai nulle part où aller. Francisco entra dans l'atelier, jeta un coup d'œil au visage de Madison et articula silencieusement. Qu'est-ce qui ne va pas? Madison leva un doigt pour lui faire signe d'attendre. Nina, dit Madison, la voix ferme malgré le nœud dans son estomac. Je sais que j'ai été horrible avec toi, interrompit Nina, la voix tremblante. J'étais jalouse. Tu avais un vrai talent, une vraie passion. Et moi? Je n'avais que l'argent de la famille. De l'argent qui s'est avéré volé. Madison ferma les yeux, se remémorant toutes les fois où Nina s'était moquée de son art, de ses rêves, et même de son existence dans son monde parfait. Finalement, Madison parla. La maison d'amis, dit-elle. Elle est petite, mais elle est propre. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu t'organises.
Il y eut un silence au bout du fil pendant un moment. Puis, doucement, Nina demanda, « Pourquoi ferais-tu ça ?»« Parce que je ne suis pas toi. » Répondit Madison en jetant un coup d'œil au triptyque accroché au mur de l'atelier. Et parce que parfois, les choses peut être consultées, si quelqu'un veut bien de moi. Il redressa sa cravate. Je ne suis pas ici pour demander de l'aide, Annabelle. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends maintenant. Et je suis désolé. Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela. Papa. Il s'arrêta à la porte. Il y a un café au coin de la rue. Ils font des sandwichs décents pour le petit déjeuner. Peut-être, la semaine prochaine. Un petit sourire traversa son visage. J'aimerais bien ça. Après son départ, Annabelle ouvrit l'enveloppe et regarda les parts sans valeur de l'entreprise déchue de son père. Puis elle jeta un coup d'œil au dernier rapport financier de sa propre entreprise. Encore un trimestre record. Monica entra en trombe. Est-ce que je viens de voir ton père partir? Ça va? Je vais bien, dit Annabelle, le pensant vraiment. En fait, je vais mieux que bien. Que voulait-il? Annabelle rangea l'enveloppe dans le tiroir de son bureau. Admettre qu'il avait tort. Dire qu'il est fier de moi. Et tu vas l'aider? Annabelle pensa à sa grand-mère. À l'héritage. Au succès mérité. Non, dit-elle finalement. Mais je pourrais prendre le petit déjeuner avec lui la semaine prochaine. Monica sourit. Ta grand-mère approuverait ça. Regardant son empire grandissant, Annabelle savait que sa grand-mère avait eu raison. Parfois, le karma n'était pas une question de vengeance. C'était une question de trouver son propre chemin. Même quand les autres essayaient de le bloquer. Et parfois, juste parfois, c'était une question d'être assez forte pour écouter quand ceux qui vous avaient fait du tort admettaient enfin leurs erreurs. La brise d'automne bruissait dans le cimetière alors qu'Annabelle déposait des fleurs fraîches sur la tombe de sa grand-mère. La pierre tombale en marbre luisait sous le soleil du matin. Son nom gravé dans une écriture élégante. J'ai amené quelqu'un te voir, grand-mère, dit doucement Annabelle, s'écartant alors que son père s'approchait. Il déposa son propre bouquet à côté du sien, les mains tremblant légèrement. Ils se rencontraient pour le petit déjeuner tous les mercredis depuis un mois. Reconstruisant lentement ce qu'ils avaient perdu. Aujourd'hui, il avait demandé à venir ici avec elle. Bonjour, mère, dit-il, la voix chargée d'émotion. J'aurais dû venir plus tôt. Le téléphone d'Annabelle vibra. Une autre alerte d'information concernant Jessie. Il avait été arrêté à Dubaï pour avoir tenté d'utiliser de faux documents pour accéder à des comptes gelés. Grace s'était déjà enfuie en Europe avec tout ce qu'elle avait pu sauver des décombres de leur vie. Tu as vu les nouvelles? Demanda son père. Annabelle hocha la tête. Le karma finit toujours par rattraper son retard. En effet. Il se redressa, ajustant sa cravate maintenant usée. J'ai quelque chose à te dire. J'ai reçu une offre d'emploi hier. Une petite société de conseil, aidant les entreprises à passer à des pratiques durables. C'est merveilleux, s'exclama Annabelle. Ils m'ont trouvé grâce à toi, en fait, continua son père. Ils ont dit que si je t'avais appris tout ce que tu sais sur les affaires, je devais valoir la peine d'être embauché. Il sourit. Je leur ai dit que tu m'avais appris plus que je ne t'avais jamais appris. Une voix familière appela derrière eux. Annabelle, je pensais bien te trouver ici. Ils se tournèrent pour voir Virgile s'approcher, portant un dossier. Votre grand-mère a laissé des instructions pour vous donner ceci après que certaines conditions aient été remplies, dit-il en tendant le dossier à Annabelle. Vous les avez toutes dépassées. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite de l'écriture distinctive de sa grand-mère. Ma très chère Annabelle, si tu lis ceci, tu as fait plus que simplement réclamer ton héritage. Tu l'as mérité. Tu as construit quelque chose de significatif, quelque chose de durable. Mais plus important encore, tu as appris la leçon que j'espérais que tu apprendrais. Que le vrai succès ne vient pas de ce qui nous est donné, mais de ce que nous créons. Je suis désolé d'avoir dû être secrète au sujet du fonds fiduciaire. Mais j'avais besoin que tu trouves ta propre force. Ton père a dû apprendre sa leçon aussi, bien que je soupçonne que la sienne sera plus difficile. Souviens-toi, l'héritage n'est pas une question d'argent ou de pouvoir. C'est une question d'impact. Fais en sorte que le tien compte.
tout mon amour, grand-mère. » Les larmes brouillèrent la vision d'Annabelle alors qu'elle passait la lettre à son père. Il la lut silencieusement, puis la plia soigneusement. « Elle savait, dit-il doucement. » Annabelle hocha la tête. « Elle savait que je te faillirais et elle s'y est préparée. Elle savait que je pouvais en tirer des leçons. » Virgile s'éclaircit la gorge. « Il y a plus. Votre grand-mère a laissé des instructions pour qu'une fondation caritative soit créée une fois que vous auriez fait vos preuves. Les formalités sont prêtes. Elle voulait que vous la dirigiez. »« Une fondation ?» demanda Annabelle, le cœur battant. « Pour aider les jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes, à créer des entreprises durables, » expliqua Virgile en souriant. Elle croyait qu'il fallait donner au suivant. Son père toucha doucement la pierre tombale. Ça lui ressemble tout à fait. Regardant entre la tombe de sa grand-mère et le dossier entre ses mains, Annabelle sentit que tout bouclait la boucle. Sa grand-mère ne lui avait pas seulement donné une issue de secours. Elle lui avait donné une mission. « Papa, » dit soudain Annabelle. « Voudrais-tu aider avec la fondation ? Ton expérience pourrait être précieuse. » Son père parut surpris, puis profondément ému. « Tu me fais confiance pour ça ? » « La confiance se mérite, » répondit Annabelle. « Tout comme le succès. Mais tout le monde mérite une chance de se reconstruire. » Virgile lui tendit un stylo. « Officialisons-nous cela. » Alors qu'Annabelle signait les documents de la fondation sur la tombe de sa grand-mère, elle ressentit un profond sentiment de paix. Son père se tenait à côté d'elle, non pas comme l'homme qui l'avait trahi, mais comme quelqu'un qui apprenait à être meilleur. Quelque part en Europe, Grace et Jessie faisaient face aux conséquences de leurs actes. Et ici, Annabelle construisait à nouveau quelque chose de nouveau. Non par vengeance ou par dépit, mais par espoir. « Comment l'appellerais-tu ? » demanda son père. Annabelle regarda le nom de sa grand-mère sur la pierre tombale, se souvenant de sa force, de sa prévoyance et de sa conviction qu'il fallait mériter sa place. « La Fondation Héritage », décida Annabelle. Parce que le véritable héritage n'est pas ce dont nous héritons, c'est ce que nous construisons. Le vent d'automne se leva, dispersant les feuilles autour d'eux. À cet instant, Annabelle pouvait presque sentir l'approbation de sa grand-mère. Elle avait su depuis le début que perdre son héritage l'amènerait à quelque chose de plus grand. Pas seulement le succès, mais la compréhension. Pas seulement la richesse, mais la sagesse. Et alors qu'Annabelle se tenait là, entre son père et la tombe de sa grand-mère, tenant l'avenir d'une nouvelle fondation entre ses mains, elle réalisa que parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout la vengeance. C'est bien vivre, mieux construire et aider les autres à faire de même. C'était l'héritage royal que sa grand-mère lui avait laissé. Et Annabelle avait l'intention de le faire compter.